Rien n'est plus beau qu'une personne en renaissance. Quand elle se relève après une chute, une tempête et retourne plus forte, plus belle qu'avant, avec quelques cicatrices sous la peau, dans le cœur, mais avec la volonté de bouleverser le monde avec le sourire. Et oui, c'est cette pensée de Anna Magnani que je vous propose de nous accompagner sur cette émission, le rendez-vous de midi, et où vous aurez plusieurs rubriques de ce jour. Nous avons le débat, oui, qui sera porté sur des sujets d'actualité. Comme vous le savez déjà, c'est l'habitude pour nous aujourd'hui. Nous allons parler de Secret Story, ce sont avec nos invités qui vont s'installer dans quelques minutes. Nous aurons également sa pause pour parler également de la banane plantée. Vous aimez bien manger la banane plantée? Nous allons mieux en parler avec notre producteur agricole qui sera sur ce plateau également. Nous irons également faire du coaching numérique avec notre digitaliste qui nous parle du prompt. Le prompt, c'est quoi? Vous aurez les détails dans quelques instants. Mais avant ces instants, fidèles téléspectateurs, je vous invite à suivre cette belle musique de Rosine Layo qui nous chante. Pour vous, fidèles téléspectateurs, que vous allez toujours plus haut dans tous vos projets, dans tout ce que vous entreprenez. Et c'est ce que je souhaite également à cette personne-là, Lemon Daddy. À toi également, je te souhaite d'aller encore plus haut. Fidèles téléspectateurs, après la bonne musique, la bonne ambiance, nous allons faire du coaching numérique. Et oui, dans coaching numérique, nous allons découvrir un outil qui est un facilitateur entre l'individu et l'intelligence artificielle. Les prompts sont précieux pour une variété d'applications. Mais qu'est-ce qu'un prompt? Comment l'utiliser? Comment être maître d'un prompt? Les réponses sont avec Bénédicte Lovy. Bonjour, comment vous portez? Madame, je vais super bien et vous? Ça va très bien également. Merci. Alors, c'est quoi un prompt? Alors, un prompt, c'est l'instruction qu'on donne à une intelligence artificielle pour lui dire ce qu'on attend d'elle. Et là, on va surtout parler des prompts dans le cadre des intelligences artificielles génératives. Et quand on parle d'IA générative, ce sont les IA qui permettent de créer du contenu comme du texte, des images, des vidéos et tout. Donc, la qualité du prompt, ça définit clairement la qualité également du résultat que vous avez quand vous utilisez un outil d'IA. Alors, quelles sont les composantes essentielles d'un prompt clair et précis? Alors, un prompt doit avoir un contexte. D'accord. Du coup, quand on veut créer un prompt, par exemple, si vous êtes journaliste, il faut commencer d'abord par lui dire « je suis journaliste ». Comme ça va se mettre dans le corps d'un journaliste afin de générer la réponse. Si je suis par exemple digitaliste, expert en IA et tout, je lui précise ça pour commencer. Et à part ça, il faut que le prompt soit structuré de façon active. Donc, actif, je pense, on va en parler un peu plus tard. Et également, il lui faut donner des exemples clairs et bien précis. Si vous avez, par exemple, déjà des images de trucs que vous avez générés dans le sens de ce que vous lui demandez, par exemple, vous êtes journaliste, vous voulez générer un article. Si vous aviez déjà un article écrit là avant, il faut lui dire, prends exemple sur cet article que j'ai écrit moi-même et lui donner l'article. Tout ça, en fait, contribue à la pertinence de la réponse que ça va vous donner. Ça va également profiter de ça pour utiliser votre tonalité, genre, enfin, votre ton de test, la façon dont vous agencez les mots et tout. Et à la fin, il faut préciser au prompt le nombre de mots, le nombre de paragraphes que vous voulez. Donc, enfin, si par exemple, vous voulez seulement 2 paragraphes, si vous voulez un article de 1000 mots, de 2000 mots, il faut lui préciser ça pour que ça ne, pour que ça n'aille pas dans d'autres mots, ça n'arrive pas à être d'autres pensées. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, sur ce plateau, nous avons également Teddy Gandhigbe, notre journaliste. Alors, Yasmina, bonjour et bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Nous avons également en face de vous Sergio Gandé Dossou, notre producteur agricole. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste, bonjour à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. Alors, à vous deux, je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de faire un prompt une fois déjà? Non, je ne l'ai jamais fait. J'entends parler, c'est vrai, mais je ne l'ai jamais expérimenté. Et je veux bien le faire parce qu'il faut évoluer avec son temps. Voilà, bon, en ce qui me concerne, j'ai vu faire. Et on m'a aidé à le faire une fois, mais je ne peux pas encore dire que je maîtrise vraiment. Vraiment. Ouais. Alors, comment maîtriser déjà un prompt? Parce que là, il faut savoir quelles données enregistrer pour avoir le bon résultat. Oui, c'est ça. Alors, comment maîtriser si tard?
Alors, pour parler de maîtrise, je pense que là, je vais vous dire, c'est quoi la structure d'un prompt. Comme ça, si vous suivez un peu ces étapes-là, vous pourrez quand même y aller. Alors, premièrement, bon, on parle de actif. Donc, actif, A-C-T-I-F. Oui. Et A, c'est action. Et quand on parle d'action, c'est la tâche demandée à l'IA. Si tu veux une image, par exemple, d'une femme, il faut lui dire clairement, je veux une image d'une femme africaine, par exemple. Donc, il faut lui préciser exactement l'action que vous voulez. Ça ne va pas juste deviner. Enfin, ça ne devine pas. Ça fait juste exactement ce que vous lui demandez de faire. Et après, A, il y a le C qui est le contexte, qui est... le contexte général. Là, par exemple, vous êtes journaliste, vous êtes au Bénin. Oui. En écrivant vos prompts, il faut lui préciser clairement d'utiliser un contexte africain. Sinon, ça va utiliser des images de gens en Europe et tout et tout. Et ça ne va pas du tout tenir compte de vos réalités. Alors que si vous lui dites, par exemple, je suis dans un contexte africain, ça va exactement utiliser des informations que ça a sur l'Afrique. Et à part ça, il y a le T qui est la tonalité. Il faut lui préciser c'est quoi le style de la réponse que vous voulez. Si c'est un truc drôle, si c'est un truc professionnel, il faut clairement lui préciser ça. Sinon, par exemple, pour écrire un article à présenter, par exemple, à l'école, il faut lui dire je veux présenter ça lors d'un exposé à l'école. Pour des élèves. Voilà, pour des élèves. Si c'est pour des médecins également, il faut préciser. Il faut très bien préciser ça. Si c'est dans le domaine de M. Sergio Gandé. En agriculture, il faut préciser. Et souvent, pour générer des trucs dans vos domaines, on dit souvent que ce sont des gens qui ne savent absolument rien du sujet. Donc, on lui dit souvent, utilise des mots très simples pour que des enfants même de 10 ans comprennent. Oui. Et ça utilise des mots, des thèmes, je dirais, assez simples, voilà, assez basiques, assez terre à terre. Et en dehors de ça, il y a l'identité. Donc, le I, c'est le rôle que vous donnez à l'intelligence artificielle. Comme je disais tout à l'heure, je suis journaliste, donc vous pouvez lui dire, je suis journaliste et revenir préciser, rédige-moi cela en tant que journaliste. Maintenant, là, on précise le domaine ou bien... On n'a pas besoin. Enfin, si vous dites, par exemple, je suis journaliste un peu dans la presse écrite, ça, c'est déjà que, vous êtes dans la presse écrite. Maintenant, si, est-ce qu'il y a autre domaine à part la presse écrite? OK. Il y a la télé, il y a la radio. Ah, d'accord. Il y a le média en ligne. OK. Donc, du coup, voilà, quoi. Il faut juste lui préciser ça. Oui, exactement. Et à part cela... Oui, à part cela, il y a le F, un instant, qui est le format, voilà. Donc, en parlant du format de la réponse, c'est ça que je disais tout à l'heure. Si c'est un article, vous voulez que ça ait introduction, corps du devoir, conclusion, il faut lui dire exactement, je veux un article, introduction, corps du devoir, conclusion. Si c'est par exemple, si ça va respecter une norme, une réglementation, dans le domaine scientifique, par exemple, il y a la norme I3E. Si tu veux faire un article I3E, il faut lui dire, je veux faire un article I3E. Si tu veux faire un truc, c'est pas... Préciser le nombre de caractères, par exemple, exactement. Pour la presse écrite, le nombre de caractères. Mais Yasmine, j'ai une préoccupation, si vous me le permettez. Madame Lovie, c'est bien ça, hein? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des risques où ça nous produit des tests avec des billets, avec des erreurs, comment on peut faire en ce moment? OK, alors si ça produit, c'est l'IA, donc ça toujours, ça quelquefois je dirais des biais, des erreurs, c'est ça. Il faut toujours relire et adapter cela à ce que vous voulez. Maintenant ça, c'est si ça part vraiment en décadence par rapport à ce que vous voulez. Maintenant si c'est quand même dans la ligne, mais avec juste quelques fautes, il faut corriger. Sinon il faudra réécrire le prompt. C'est ça. Donc pour savoir si vous avez créé un bon prompt, c'est déjà voir le résultat. Ça peut quand même, disons, faut favoriser la paresse au niveau des acteurs que nous sommes. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est comment déjà identifier et corriger un prompt mal formulé. Oui, alors pour savoir si un prompt est mal formulé, ça part déjà de la réponse que vous avez. Genre, si vous lisez la réponse et vous voyez que ça ne vous convient pas, ça ce n'est pas moi, c'est qu'il faudrait réécrire le prompt tout simplement. Et on reprend à zéro en fait. Oui. C'est pas de changer, donc de reprendre à zéro. Carrément. Mais quand en ce moment vous reprenez et que ça vous renvoie encore le même article, qu'est-ce qu'il faut faire? En vrai, c'est pas évident, mais si c'est ça, alors c'est qu'il faudrait peut-être, dans ce cas, moi, ce que je fais souvent, c'est que je lui dis maintenant, propose-moi un prompt pour écrire un article et je lui dis. Donc lui-même, en fait, ça me propose le prompt que je remets pour avoir mon article. Voilà. Vous avez la solution? C'est intéressant. Moi, ma préoccupation, elle est beaucoup plus liée au niveau de la propriété intellectuelle. Est-ce que ces prompts-là, si quelqu'un a les mêmes objectifs que vous,
est-ce que les tests ne vont pas finalement se ressembler et qu'il n'y a pas risque de plagiat? En vrai, c'est vrai que ça arrive, mais c'est pas évident. Comme je disais tout à l'heure, si par exemple, Madame Yasmina a déjà eu à écrire un article dans ce sens, il lui donne son article et ça lui dit, prends exemple sur ceci que j'ai écrit moi-même. Et dans ce cas, c'est que si quelqu'un lit, en fait, la personne croira que c'est Madame Yasmine. Mais si tu ne fais pas ça, genre, c'est que ça va utiliser son propre français. Et si des gens comme moi, on lit, on sait que ça, c'est de l'IA. C'est toujours mieux d'avoir soi-même des déjà exemplaires à proposer à l'intelligence artificielle qui pourra maintenant vous répondre à vos demandes. Exactement. Là, on pourra même lire, vous voir à travers ce que vous avez proposé. C'est ça. J'ai une dernière préoccupation. Oui. Comment est-ce qu'on accède aux IA génératives, c'est-à-dire aux prompts? C'est quelle application? Ok, enfin, il y a beaucoup d'applis. Comme je disais au départ, une IA générative, c'est juste, enfin, c'est à travers les outils d'IA qui permettent de créer du contenu comme du test des images. Pour, par exemple, du test, tout le monde connaît ChatGPT. Pour générer des vidéos, par exemple, tout le monde connaît InVideo AI. Et pour générer des images, il y a DALL-E, il y a beaucoup d'IA. Donc, il y a beaucoup d'outils. Même si vous allez sur Google et vous tapez outils d'intelligence artificielle pour faire tel truc spécifiquement, ça va vous envoyer plein d'outils. Et ce que moi, je fais souvent, c'est que je teste 2 à 3, je vois la performance et je choisis en fait ce que je veux utiliser à long terme, quoi. Ok, c'est parfait. De toute façon, on aura plus de conseils à viser au plateau. En tout cas, vous avez compris. Alors, Bénédicte, d'autres conseils pour finir le plateau? Pas vraiment. Je pense que les téléspectateurs et tous ceux qui sont ici ont quand même compris ce que j'ai dit. Si vous avez une requête et vous demandez à l'IA, vous n'avez pas vraiment ce que vous voulez, il faut reprendre, il faut savoir que votre prompt, il est peut-être mal formulé. Et si vous avez des exemples de choses que vous avez déjà faites vous-même, il faut lui donner ça et lui dire, prends exemple sur ceci que j'ai déjà eu à rédiger ou que j'ai déjà eu à faire. Voilà quoi. Merci. Merci beaucoup, Bénédicte. Vous restez toujours avec nous pour recevoir à présent Sergio Ogandé Dossou dans Ça pour ça. Elle est un fruit souvent considéré comme un légume riche en fibres. Oui, la banane plantain, c'est de ça qu'il s'agit. On va parler aujourd'hui sur ce plateau avec notre expert agricole. On va dire comment se fait la pépinière, oui. Comment avoir une bonne pépinière, c'est bien cela? Oui. Alors, Sergio Ogandé, comment obtient-on une pépinière de bananes plantain? Ok, merci beaucoup, madame la journaliste. Je crois que j'ai été un peu stressé par la brillante présentation de ma précédente. Mais il ne faut pas. Donc, je m'excuse déjà pour les couacs qu'il pourrait y avoir. En fait, en matière de réalisation de pépinière, il y a précisément 2 méthodes. Il y a la méthode d'utilisation des graines de banane ou la méthode de multiplication des bananiers à partir des pieds mères, c'est-à-dire de certains pieds, pour les multiplier. Et là, c'est la méthode la plus usitée. On parle de la méthode PIF, des plants issus des fragmentations de tiges. Donc, ce sont les 2 méthodes pour pouvoir véritablement réussir une pépinière, soit par les graines, soit par des plants. Maintenant, pour les graines, est-ce qu'il faut sécher la banane? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Je veux bien comprendre rapidement. Voilà, bon, en ce qui concerne les graines, il faut, dès que la banane est assez mûre, il faut la couper en 4. Et les graines sont milieu, elles sont toutes noires. Donc, vous les collectez et puis vous mettez une sorte de bac. Vous mettez les sciures et puis vous foutez ces graines-là à l'intérieur que vous arrosez. Comment prélever les graines? Parce que ce n'est pas si évident. Même quand on divise en 4, ce n'est pas évident. Est-ce qu'il ne faut pas laisser carrément la banane comme ça, jetée à terre pour que ça pourrisse et puis ça se reproduise? Bon, là, ça vous fait perdre le fruit. Alors que vous pourriez simplement... En fait, quand vous divisez, vous enlevez juste les parties où il y a les graines. Donc, on peut couper. On divise en 4 comme on fait pour frire ces bananes plantains. On divise en 4 et on coupe là où il y a juste les graines là. Voilà. On enlève et maintenant, il faut découper ou comment? Non, vous pouvez laisser ça comme ça et mettre ça dans le parc. Il suffit d'arroser suffisamment. Et puis, mais il faut dire que c'est long. Et il faut attendre 4, 5, 6 mois avant de voir la germination. Voilà, c'est pour ça que c'est une méthode qui est vraiment pour ceux qui sont patients, quoi. Attendez, donc de toute façon, on mange tout ça, on dit, mais à checker avec Aloko, là. Aloko, là, c'est pas en fait 2 mois. Il faut d'abord 4 mois. Oui, avant les premières pousses. Et c'est même pas qu'on aura déjà le plantain. Non. Après 4 mois, il y a les premières pousses et ces pousses vont faire 1 ou 2 mois d'incubation avant d'aller maintenant en acclimatation et avant d'aller maintenant au champ.
Et c'est une fois au champ qu'un autre traitement commence. Je crois que ça fera l'objet d'une autre rubrique. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, combien de temps on a parlé des graines, maintenant l'autre méthode? L'autre méthode, c'est la méthode des plants issus des fragmentations de tiges. En fait, c'est une sériculture. C'est une culture qui se fait sous serre. Et pour le faire, il faut déjà prélever des rejets, c'est-à-dire des bananiers, dans un champ qui existe déjà. Une fois que vous prélevez ces rejets-là, vous les ramenez, vous lavez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en général? En général, les gens prennent directement ces rejets et vont dans leur champ les planter. Sauf que ces rejets ont beaucoup de microbes qu'il faut enlever. Donc, on procède d'abord à une première opération qu'on appelle le parage. Le parage consiste donc à débarrasser à l'aide d'un couteau ou d'un coupe-coupe toutes les racines du rejet pour que finalement ça n'ait plus du tout de racines. Une fois que le parage a été fait, on va procéder maintenant à une deuxième opération qu'on appelle le décortiquage. C'est-à-dire que le faux tronc, puisque le bananier n'a pas de tronc, c'est des feuilles entremêlées qui forment son tronc et on les appelle le faux tronc. Le faux tronc constitue en fait la force unique de la banane. Et ce faux tronc a une force principale qu'on appelle méristème apical et des forces secondaires qu'on appelle méristème auxiliaire. Des thèmes, hein? Voilà. Donc, juste pour les sachants, en fait. Voilà. Non, mais c'est simple, quoi. Il faut comprendre qu'il y a une force principale et c'est cette force principale qui donne le régime à la fin. D'accord. Donc, il faut tuer cette force principale. Tuer ça? Oui. D'accord. Et dès lors qu'elle meurt, les forces auxiliaires récupèrent son énergie pour pouvoir pousser. Comment vous tuez ça? Vous coupez ça de l'intérieur ou qu'est-ce qu'on fait? Ok, on enlève d'abord les feuilles. Et dès qu'on enlève les feuilles, on localise la tige principale. Et on enfonce maintenant le couteau dessus, soit par une méthode de croix, en faisant une incision en 2 tranches, soit carrément en prenant un petit couteau qu'on enfonce au niveau de la tige principale et on fait un petit rond à l'intérieur. Comme si on prélevait carrément ça. Carrément quelque chose. Et puis on enlève complètement. Ça, on appelle ça la méthode de l'ablation totale du méristème. Et donc, dès qu'on a fait ça, c'est que ce rejet ne peut plus donner de bananier, de régime de banane. Et donc, il ne pourra servir qu'à donner d'autres rejets de bananier. Ce sont ces autres rejets maintenant que nous allons mettre en acclimatation pour pouvoir les envoyer ensuite au champ. Et ça dure combien de temps? Pas 4 mois, hein? Non, absolument pas. Lorsque vous... Je ne sais pas si les images sont oui, les images sont bien disponibles. Si les images sont disponibles, on pourrait vous montrer rapidement. Lorsque vous construisez votre germoire, c'est-à-dire le laboratoire où vous allez faire pousser, et que vous mettez, déjà au bout d'1 mois, vous avez vos premiers plants de bananier. Ah, la réponse est toute trouvée. La méthode la plus efficace, c'est quoi? C'est la dernière. Voilà, c'est ça. Donc, parce qu'au bout d'1 mois, vous avez déjà les premiers plants et vous pouvez déjà les envoyer en acclimatation avant d'aller au champ avec. Et d'aller au champ avec. Et sur quelle forme de sol on peut poser ces bananes plantées, ces régimes? Ok. Bon, en fait, déjà, quand vous les sortez du germoire, vous ne devez pas les envoyer au champ, sinon ils meurent. D'accord. Donc, vous faites du compost. Là c'est... Dès que c'est la pépinière que, bon, je dirais, le régime où on a déjà tué la tige principale, vous avez maintenant votre dernière racine sans qui ne pourra plus donner vie. C'est ça maintenant que vous allez mettre en terre. On ne le met pas en terre, on met maintenant dans un germoire. C'est-à-dire, on construit quelque chose comme une serre et on met cela dedans. Une fois que c'est dedans, on va mettre des sciures de bois. D'accord. Oui, on va mettre des sciures de bois et ces sciures de bois vont créer en fait une sorte de chaleur qui va faire naître les bourgeons tout autour de ce rejet que vous avez déposé à l'intérieur. Et ça va sortir plusieurs rejets et ces rejets vont devenir des plants, des petits plants. Et ces plants, vous les coupez et vous les mettez dans un sachet, dans les petits sachets, les sachets polyéthylène. Et à quel moment on fait ça? À quel moment on fait ça? En fait, dès que vous avez paré, quand vous avez fini de parer, d'enlever les racines, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent des microbes dans les champs des autres. Et vous êtes allé chercher le rejet là-bas. Donc, il faut maintenant tuer ces microbes. Et c'est là qu'on a une solution, en fait, qui est une solution, comment je vais dire ça, antiseptique,
et qui tue tout ce qui est... Donc, ce n'est pas de l'eau simple, non, ce n'est pas de l'eau simple. D'accord. C'est à la fois un fongicide et un acaricide. Donc, ça tue les fungi, les acaries, les insectes pour permettre à votre rejet d'être sain. D'accord. Avant d'entrer maintenant en germoire. Très important. Ce qui est très sûr, moi, je dormirai moins bête aujourd'hui. Franchement, je ne savais même pas que les plantains avaient de graines. Je savais pas. Donc, si je comprends bien, on mangeait les graines avant. Oui, vous mangez, vous tuez en fait. Moi, quand j'ai envie de... Heureusement qu'il n'y a pas une terre. Quand moi, j'ai envie de... fertile, au bout de 4 mois. Au bout de 4 mois, ça ne vous sort pas la gorge. Mais tout ce processus, moi, je ne le fais pas. Je vais chercher juste un plant, je plante chez moi, et puis après, ça se développe pour lui-même, et puis c'est bon. C'est parce que vous avez l'intention de le faire sur une petite superficie. D'accord. Voilà. Lorsque je veux faire sur 1 hectare, il me faut 3000 pieds. Donc, trouver 3000 pieds, aller chercher 3000 pieds, c'est fastidieux. Ah oui, c'est fastidieux. C'est pour ça que quand on a le rejet, quand ça commence pas à pousser, on peut découper en différentes parties pour pouvoir mettre en terre, c'est ça? Oui, en fait, le seul rejet que vous avez pris là, ça peut vous donner 10, 20 plants. Voilà, donc quand vous avez 100 rejets que vous mettez dans un germoire, c'est 100, vous pouvez vous retrouver à 1000 rejets, à 1000 plants, et qui seront ici des plants sains, contrairement au rejet lui-même que vous avez pris, qui est un rejet qui draine déjà les maladies du champ d'où il provient. Je vois. Voilà, donc en fait, ça offre 2 avantages. Le premier est que les plants sont sains, le second est que vous utilisez moins d'argent pour avoir plus de plants. D'accord, Sergio Gondé, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je pense qu'on se revoit encore lundi prochain pour mieux parler d'une autre étape. Je vais rapidement, si vous le permettez, ajouter en fait que pour ceux qui souhaitent devenir pépiniéristes, parce que nous avons parlé dans le contexte de quelqu'un qui veut en fait réaliser pour lui. Mais pour ceux qui veulent devenir pépiniéristes, l'aspect le plus important, c'est l'aspect rentabilité. Ah oui. Où est la rentabilité en fait quand on fait de la pépinière? Nous, on a déjà la réponse, non? Non, la réponse pour vous, en termes de gain de temps, on a 1000 et c'est en un mois, on a le résultat, donc on peut continuer. Voilà, donc en fait, c'est pour dire que pour construire par exemple un germoire qui va accueillir 200 rejets et tout faire, vous avez, avec 150 000, vous avez tout fait. Et pour vendre ces rejets, vous vendez l'unité à 500 et vous avez au moins 1000. Voilà, vous avez au moins 1000. Donc, ça fait qu'en quelques mois, avec un investissement de 150 000, vous pouvez vous retrouver à 500 000. Wow. Mes chers, vous savez déjà dans quelle activité vous mettre. Il suffit juste de trouver à qui vendre. À la fin de l'émission, il reste là, il ne va pas partir. D'ailleurs, il ne part pas. On le mettait là jusqu'à... On va changer de métier, non, Yasmine? Bon, on va devenir pépiniériste, journaliste pépiniériste. C'est ça la finalité. Journaliste pépiniériste. Avec votre carnet d'adresse, vous allez vendre. Ça demande de l'attention. Ça demande un suivi. Oui, ça demande du temps, de l'attention. En tout cas, on va parler du suivi pour le prochain numéro. Le suivi pour devenir finalement la plante. Et puis de la plante, on parlera également des dérivés de cette plante. Voilà, parce que le chapeau que je porte là, il est 100% en fibre de banane. Ah. C'est zéro autre produit. Bon, je crois que lundi prochain, vous venez avec mon chapeau. Ah, il n'y a pas de souci. Et oui, on a fini avec ainsi la rubrique « Ça pousse ». Madame digitaliste, monsieur l'agronome, je vais vous raccompagner et installer finalement le plateau débat. Merci. Et oui, sur ce plateau, pour le débat, nous allons parler de Secret Story. Oui, cette belle émission que beaucoup ont suivie. Nous avons des Béninois qui ont pris part. Nous avons les jumeaux qui, à la base, étaient des critiques de musique béninoise. Et aujourd'hui, ils font dans la promotion des entreprises et des artistes également. Ils ont pu participer à cette série, à la première saison du Secret Story Afrique. Ils sont sur ce plateau. Venez, venez. Allez, gloire et grâce. Malheureusement, je vais vous diviser en deux. Oui, c'est fait à dessein. Je vous divise. Mais je sais que, encore que l'un en face de l'autre. Mais en fait, les deux, quand ils sont là, on sent même quand Gloire n'est pas là. Déjà, c'est qui Gloire, c'est qui Grâce? Okay. C'est le secret. Bon, il faut me dire, moi je vais mettre ma cœur. En même temps, je mets ma cœur. C'est qui Grâce? Grâce. C'est moi. Là-bas c'est Grâce, ici c'est Gloire. Et
Toi, tu as grandi avec eux. Oh. Ah oui. Tu as grandi avec eux, donc tu sais où tu as mis ton marqueur. Moi, je n'ai pas trouvé. On a entraîné les boss dans les carcans de l'UAC là-bas. Exactement. Et en tout cas, ils étaient comment? Ben oui, comme deux gouttes d'eau. Toujours amusant. Tout le temps. Il paraît que c'est tel qu'ils sont qui nous renvoient quand on les voit sur les réseaux sociaux. Ben oui, exactement. Ça n'a jamais changé. je veux dire grâce et puis je sais même plus où il a dit bon finalement grâce. Oui. Gloire. Faut pas faire ça. Tu sais comment tu as fait? Tu as fait qu'on ne peut pas. Tu regardes devant toi, tu dis grâce. Ah merci, le premier qui répond. Grâce. Et oui, c'est souvent difficile de les reconnaître ces deux-là et ils ont pris part au Secret Story et c'est de ça qu'on m'a parlé ici sur ce plateau. Comment fait-on partie de cette aventure, Grâce? Question piège. Je ne veux pas dire tout le détail autour, mais bon, voilà. Je crois que l'un des premiers critères, c'est être un peu connu sur les réseaux. Être amusant. Être amusant et avoir quelque chose de particulier. Voilà. Et nous, ce qu'on avait de particulier, c'était qu'on était jumeaux. Ouais. À part ça, c'est tout. Qu'on était prêt à jouer, c'est tout. Voilà. Donc, tout ce qu'on a vu là-bas, est-ce que c'était juste de l'amusement? C'était prévu? Est-ce que réellement ça venait de vous? Ou bien c'était des tests écrits qu'il fallait faire? Non. Pas tout. Les matins, parce qu'on vous voyait chanter Boudala. On se lève le matin et puis on met la musique. Et... Les matins, quand vous voyez chanter Boudala, c'est venu après près de 3 semaines d'enfermement. Il faut se souvenir qu'on était enfermés. On était sans portable, sans télévision, sans radio, sans stylo, sans livre, sans rien du tout. On n'avait même pas la notion du temps. Du coup, on est devenu comme les anciens. On regardait le soleil et on se disait, voilà, là, il est 18 heures. Voilà. Comme le climat là-bas est différent du nôtre. Donc, il faisait extrêmement froid. Donc, il y avait tout ça. Et finalement, entendre une musique béninoise, c'était la victoire. C'était la victoire. Mais alors, comment ça s'est fait quand l'un devait passer pour l'autre et faire diversion pour que personne ne sente qu'on ait des jumeaux dans la maison? C'était difficile. C'est difficile. Il faut dire que Grâce et moi, on est de base enfants uniques. On vit ensemble, on fait tout ensemble, on travaille ensemble. On a même vu pleurer. Exactement. C'est pour ça que je disais que c'était complètement difficile parce que on a l'habitude de vivre entre nous. Mais pourquoi, d'où vient cette douleur? Mais vous êtes toujours là, vous allez venir finalement. Mais le fait de vous séparer un peu, pourquoi ça vous faisait pleurer autant? C'était pas que la séparation, c'était le fait d'être enfermé et de ne pas pouvoir trouver avec qui parler de ses craintes, de ses peurs en fait. Parce qu'en vrai, tu es dans un environnement où tu découvres de nouvelles personnes qui ont leur éducation, qui ont leur manière de faire, qui ne sont pas forcément toi tes manières de faire. Il y a des choses que tu ne supportes pas, il y a des choses que tu ne tolères pas. Et justement, l'épisode des pleurs là est venu suite au fait que les jumelles qui étaient dans la maison ont subi un certain harcèlement parce qu'on a découvert leur secret, tu vois. Donc, moi, j'ai intériorisé tout ce qui s'est passé, en fait, parce que toute la nuit, je ne sais pas si on a montré ça le long de l'âge, mais ceux qui ont suivi le direct, toute la nuit, elle a été vannée, tu vois. Donc, pour moi, en fait, c'était, si mon frère vient, donc, c'est comme ça qu'on va l'accueillir. Si on fait le changement comme on a l'habitude de le faire, c'est comme ça que si on découvre notre secret, on va l'accueillir. Du coup, c'était un peu difficile pour moi. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis retrouvé en fait? Et là, avec qui je vais en parler? Parce que c'était un secret. Donc, aller au confessionnal, c'était un peu un exutoire, parler. Mais la seule personne avec qui je parle et avec qui je parle véritablement de ce que je ressens, c'était Grâce. Donc, voilà. Et Grâce, ça faisait quoi de savoir que Gloire était de l'autre côté? Parce que je sais que, généralement, vous dites sur les réseaux que vous communiquez. Mais alors, comment vous ressentez? Comment vous avez fait pour ressentir cette douleur qu'avec Gloire dans ce moment? Non, il faut dire que dans la maison, avant même d'entrer dans la maison, il y a eu plusieurs trucs, en fait. Dès l'arrivée à l'aéroport, on était déjà séparés. Donc, on n'était pas ensemble.
Donc, c'est pas les 2 semaines. Les 2 semaines dans l'aventure avant la découverte de notre secret qui était important. C'était les semaines avant qu'on était déjà séparés. Et ça, c'était déjà difficile. Ensuite, on entre dans la maison, on passe. Chloé essaie de garder le secret pendant 2 semaines. Oui. C'est vrai qu'on faisait des échanges. Et il faut souligner que lors des échanges, on n'avait pas le temps de se communiquer les informations. Moi, je ne voyais pas réellement ce qu'il faisait là-bas. Oui. Il ne savait pas comment moi je vivais ici. Donc, on se dépassait dans les couloirs pour s'échanger dans la maison. Et c'était ça qui était formidable. Des fois, ça me faisait rire, nous aussi. Le fait qu'on rentre dans la maison, que personne ne s'aperçoive que c'est une autre personne qui est rentrée dans la maison, en fait. Oui. On était là parmi eux, mais ils ne savaient pas. Tu vois. Mais ce qui était le plus difficile, c'était surtout ça. Le fait de se voir, de se dépasser. Le fait de se voir et de ne pas faire... La collade. Comment tu vas? C'était ça le plus difficile de toute l'aventure. On a gardé notre secret pendant 3 semaines dans la maison. Et vous imaginez, 3 semaines, c'est 7 jours, fois 3. C'était un supplice. Et rentrer dans la maison, avoir des chances. Parmi les candidats, il y a des chances. Il y a les Ivoiriens, le Gabonais. Ce sont des gens extravertis. Nous, on n'est pas comme ça. On n'a pas l'habitude de parler, de rentrer de s'habituer rapidement aux gens. On a l'habitude de prendre notre temps avant d'aller vers les gens. Pour analyser les gens. Mais eux, non, voilà, ils sont là, quoi. Et ils sont là à te toucher tout le temps, te regarder tout le temps, tu vois. Et c'est difficile. C'est la preuve. On cachait nos têtes sous nos capuches, on était là pour qu'on ne voit pas nos têtes. C'était difficile en tout cas, c'est très difficile, mais c'était quand même fun de jouer à ça. Et c'est qui le crush de Gloire? Ça, c'est la question. Pourquoi tu me poses cette question? C'est qui? C'est quoi crush là? En tout cas, bon, qui vous avez le plus apprécié? Juste l'appréciation. Merci, j'ai de la partie appréciation. Juste l'appréciation. Non, mais ils sont nombreux. En gros, tous les candidats étaient magnifiques. Ils sont de bonnes personnes avec de très bonnes moralités. Sinon, ça aurait déjà viré à autre chose. Vivre dans l'enfermement pendant des semaines, c'est pas évident. Mais c'est Emmanuel d'abord. On s'est vite retrouvé en Emmanuel parce que c'est une personne d'un certain âge, avec une certaine sagesse. Et c'est le gars qui a des enfants. On a des enfants. C'est le gars qui paie la scolarité pour ses enfants. Quand on discute, il va au boulot, il revient, il pense à ses filles. Moi aussi, j'ai une fille. Lui aussi, il a une fille. Quand on parle de leur avenir, on s'est retrouvés ensemble. Et on se donnait des conseils mutuellement. Donc, franchement, c'est d'abord lui. La première personne. Et à cette personne, la douleur qu'on ressentait, le fait de se dire... Mais dans quoi on s'est retrouvé finalement? Lui aussi se posait la même question. À un moment donné, pire, la première semaine, on se disait, mais franchement, moi, je vais quitter. Parce qu'il criait déjà dans la maison, il s'engueulait déjà dans la maison. Et l'atmosphère ne me plaisait pas du tout. Lui aussi se disait, franchement, si je savais que j'allais venir dans cette histoire où les gens allaient commencer à se crier dessus, moi, je croyais qu'on allait juste jouer. Et nous, de l'autre côté, on voyait, c'était plaisant de vous suivre, mais ce qui a le plus déplu à certains Béninois, c'était quand il fallait nominer Akram. Le Béninois. D'autres l'ont qualifié même de stratège béninois. On lui a même parlé de béninoiserie. Pourquoi avoir choisi d'envoyer Akram? Ce n'est pas un choix, c'est le jeu. C'est que la réponse qu'on peut donner, que ce soit en affaires, que ce soit en politique, à un moment ou à un autre. Quand tu joues à un jeu de stratégie, sauf ceux qui ne savent pas jouer au jeu d'échecs ou de stratégie, à un moment ou à un autre, tu es obligé de sacrifier quelqu'un que tu aimes ou bien de sacrifier ton pion principal pour pouvoir avancer dans le jeu. Et c'était un choix personnel de notre part de ne pas trop nous associer. Parce que si tous les Béninois rentraient dans un seul camp, on serait déjà parti depuis. On serait parti depuis. Le fait de se dire, on est Béninois, on doit être tout le temps ensemble, il ne faut pas oublier. Akram est un excellent joueur. Et quand tu es observateur, dès les premières semaines, les premières journées passées là, tu sais que celui-là, il sait jouer. Non, mais donc, la partie qui m'a quand même choqué quand on est revenu au Bénin, c'était... Mais est-ce que vous avez su que c'était Akram qui a découvert et qui était le premier à découvrir notre secret? Oui. Il n'a pas osé le buzzer. Il doutait.
Ce gars, c'est un fin stratège. Déjà, les premières semaines, il avait les yeux sur nous et il savait, il avait déjà des doutes sur c'est un Béninois, non? Exactement, tu vois. Après, il y a aussi des étapes où on s'asseyait pour mettre des stratégies en place, même lors des nominations. Avant qu'on ne s'oppose à la troisième semaine où il y avait les Olympiades, avant qu'on se retrouve dans cette configuration. Mais chaque fois, même la semaine des Olympiades, avant qu'on nous dise qu'il y avait Olympiade, le matin là, on s'était déjà assis. Et on savait qu'il nous, en trois, on devait éliminer. Mais il ne faut pas oublier, on a un maître de jeu. Qui est la voix, qui nous entend. Il sait qui veut mettre la zizanie, qui se la zizanie dans la maison. Vous voulez qu'on fasse quoi? Mais là, comment... Bon, je laisse Teddy d'abord poser la question. Sur le net, ça a quand même beaucoup jasé. Ouais, oui. Voilà. Disons, quel est le sentiment qui vous a animé, voilà, vu tout ce que les internautes ont écrit, ça et là, par rapport à ça, ou d'autres ont estimé même que voilà, c'est carrément de la béninoiserie. Ils sont jusqu'à dire qu'ils ne vont pas vous accueillir à l'aéroport à votre retour. Ben, personne ne nous a accueillis. Non, franchement, de base, c'était un peu de frustration. Oui. Il faut dire la vérité, dès qu'on est descendu, pendant 2 semaines, on a envie de parler sur les médias parce qu'on a vécu une forme de dépression. Il faut dire que même les menaces sont allées jusqu'à vers nos parents. Wow. Vous voyez, donc, les chansons ont écrit des messages à nos parents. C'est un jeu. En plus, c'est de la télé. C'est de la télé. L'objectif, c'est de susciter des émotions chez vous. C'est à vous de savoir que, de base, est-ce que ces gars sont des gens comme ça? Des gens qui nous connaissent depuis des années. Ces mêmes gens-là viennent nous lyncher et dire que c'est de la bénédiction. Bon, après, il y a eu un travail, il faut dire, c'est l'occasion aussi de dire vraiment merci à la production parce qu'on a eu un gros suivi psychologique avec un psychiatre. Déjà avant même de rentrer dans la maison, c'est là que le Béninois lambda que moi je suis, je connais, je découvre la valeur de ce qu'on appelle un psychologue. Ah oui, les Béninois n'aiment pas cette partie. Franchement, c'était vraiment utile parce que on a fait un burn-out total quand on est descendu. À l'aéroport, l'accueil, c'était pas ça. Et on a la chance d'avoir des gens qui nous aiment, qui étaient là. Un gros big up à Carlos. Et tout. C'est carrément lui seul qui était là et qui nous a ramené. Après, il y a Eric qui nous a ramené. Et puis, il a passé carrément 2 semaines à nous motiver. La production nous a appelés, a remarqué aussi l'acharnement et nous a assigné un psychologue avec qui on a travaillé. Franchement, c'est 2 semaines intenses de travail sur nous-mêmes et de discussion. On a passé carrément les 2 semaines là sans voir nos familles parce qu'on ne pouvait pas y aller. Si on y allait, on allait péter un câble. Du coup, ils ont compris aussi et puis après les 2 semaines, on est rentré dans le moule. Voilà. Mais avant de finir ce plateau, nous avons... un téléspectateur, une téléspectatrice qui a une question pour vous. Je vous laisse suivre et on vient à la réponse. Ok. J'ai suivi les jumeaux Tossuevo durant leur aventure dans Secret Story et là j'ai une question pour eux. Si vous étiez donné la possibilité de corriger quelque chose durant votre aventure Secret Story, ce serait quoi? Ça, c'est la question de très César. Si nous étions donnés de corriger quelque chose, franchement, par rapport à notre prestation, on n'aurait rien changé parce qu'on a été très vrai, on a des valeurs qu'on a essayé de maintenir intactes. On est des personnes un peu fougueuses. On n'a pas voulu montrer notre face colérique. D'ailleurs, dès qu'on a senti que la colère a commencé à monter, nous-mêmes, on a voulu partir de l'aventure. Et d'où la fameuse partie où les gens nous ont aussi incriminés. Voter pour Tracy au lieu de voter pour... je veux jamais la question. Pourquoi dire de voter pour Tracy? Non, quand tu connais le genre de personne que tu es et que tu atteins telle limite, faut pas forcer. Pas forcer. Le jour où on a pété un câble juste à cause de avec Cathy et tout, on a compris que là, on était arrivé. Franchement, ce qu'on a ressenti, que ce soit dans notre cœur, le cœur battait, on tremblait, on suyait de partout alors qu'il faisait extrêmement froid.
on avait compris que là c'était plus... C'est déjà l'étape où on vient, où on fait des conneries, en fait. Et il ne fallait pas montrer cette image. Nos enfants suivent le truc. Ouais. Et s'il fallait changer quelque chose, c'est peut-être ramener un peu de folie. Ce qui est bizarre, dès qu'on est descendu et qu'on est remonté sur les réseaux sociaux et que les gens ont découvert sur TikTok, les gars, attends, mais vous êtes fous! Dans la maison, vous n'avez pas montré ça. Mais on ne voulait pas... Réellement, c'est stéréotisé en mode genre, on est fou. Parce que si on commence à monter notre côté folie, le côté où on s'énerve très vite, va rentrer dans le côté où on ne voulait pas monter cette image. On fait les clashs aussi. Voilà, on ne voulait pas monter cette image. D'autres n'allaient pas comprendre, d'autres n'avaient pas supporter. Exactement, voilà. Ce sont les mêmes personnes qui vont dire, ah, les jumeaux ne commencent pas à crier dans la maison, ils sont devenus impolis avec nous. Non, on ne voulait pas faire ça, on ne voulait pas montrer ça. On voulait monter la classe béninois, fier du Bénin. Notre culture, point final, c'était tout. En tout cas, si d'autres étaient mécontents, nous, de notre côté, on était contents. Ah, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. On a vu des Béninois dans l'aventure et c'était parfait parce que vous avez su donner la joie, vous avez su transmettre les valeurs du Bénin, même si certains disent que c'est de la béninoiserie. On a compris que ce n'était pas de la béninoiserie, mais c'était de la stratégie. Moi, je suis tenté même de dire que si l'objectif était de susciter de l'émotion au niveau des internautes de tout le monde, ça a été réussi, tout simplement. Une télé-réalité sans émotion, c'est pas une télé-réalité. Après, quand tu vas au confessionnal et que certaines choses, ou bien quelque chose que tu dis, sont dans une vidéo d'une journée, on coupe sur une petite séquence pour montrer. Il faut savoir qu'on se sert aussi de tes émotions afin de grossir l'audience. C'est l'objectif. Après, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas dire ici. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut pas dire. En tout cas, on vous souhaite bon vent et continuez toujours à nous égayer sur les réseaux sociaux. Nous, on est là pour suivre et rire parce que c'est ce qu'il nous faut. Et je sais que nos téléspectateurs ont compris, c'est la joie de vivre, c'est ce qui est capital pour vous. Dans une journée, commencez avec le sourire, terminez toujours avec le sourire. Quelles que soient les épreuves de la journée, terminez toujours avec le sourire. Et vous verrez comment les résultats, c'est toujours probant. Dans les minutes qui suivent, le lendemain, vous verrez toujours, votre sourire aurait toujours pu apporter la joie à quelqu'un à côté, aurait pu relever quelqu'un de ses heureux. Ce sera tout pour le rendez-vous de midi de ce jour. Fidèles téléspectateurs, je vous aime, portez-vous bien, bye bye et bon appétit.